c'est pas du tout la musique de mon jingle, mais c'est pas grave. Ouais, SEO international, gros sujet qui fait beaucoup réagir. Qui ici, dans le chat, dites-moi, qui bosse sur des sites internationaux? Qui se prend la tête avec des hreflang? Avouez, ça prend la tête les hreflang. C'est chiant. Quand t'as beaucoup de langues et tout, c'est chiant. Dites-moi, voilà, si vous avez des problématiques de SEO international, etc. Je pense que vous en avez parce que sinon vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas en train d'écouter, de m'écouter, Marilou, qui va vous parler de SEO international. Enfin, je suppute, je suppute. Euh, mais du coup, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et un grand mythe, moi, une erreur, l'erreur la plus fréquente que je vois en SEO international. Et avant même de vous parler de techniques, d'implémentation technique et de guidelines, je vais vous parler d'édito. Parce que vraiment, c'est l'erreur que je vois tout le temps. Yes, mais je split sur une strat avec des domaines dédiés. Non, non. Bon, bah, je lis pas le commentaire de OK Croisière. Enfin, je te le lis, mais je le lis pas à voix haute parce que pareil, il va spoiler tout mon live encore. Enfin, je rigole. Mais OK, je vois. Merci, OK Croisière. Je hacherai langue fort. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie de criser quand t'as énormément de langues avec les hreflang? Enfin, parfois, ça peut faire péter les plombs. Donc, l'erreur numéro 1 que je vois tout le temps, c'est de penser qu'en SEO international, bah, juste un outil de traduction, ça suffit. Là, je ne vous parle pas de technique, hein, vraiment, je vous parle d'édito. Voilà, que juste on va traduire et que ça va suffire. Ben non, parce que pour faire un travail SEO, c'est quand même bien de faire une analyse sémantique, donc d'aller identifier des mots-clés spécifiques sur lesquels on va vouloir se positionner. Et parfois, la traduction fait mal son travail et on n'a pas de data derrière. Est-ce que réellement ce terme-là est recherché? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser un autre terme plutôt qui conviendrait mieux? Donc ça, c'est l'erreur la plus fréquente, c'est on me dit, ah bon, on se lance à l'international, on a tout traduit automatiquement avec je ne sais plus quel plugin de traduction ou quel outil. Et voilà, on a mis nos hreflang et c'est terminé. Bah non, c'est loin d'être terminé et c'est vraiment ton point de départ, c'est penser à l'analyse sémantique locale pour même identifier qui sont vos concurrents sur les SERP, qui se positionnent, à qui vous vous frottez et identifier de véritables mots-clés et pas juste les mots-clés d'une IA de traduction. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Erreur, un exemple très parlant sur bah, du coup ce qu'on va appeler la recherche de mots-clés localisés, enfin les analyses sémantiques internationales, quoi. Un mot-clé qui performe en France peut être un échec, par exemple pour les chips. Aux États-Unis, on va dire chips, et en Angleterre, on va dire je vais pas le dire. Crisps. Crips. Vous voyez que c'est pas le même mot-clé. C'est pas pareil, vous n'allez pas avoir les mêmes performances, etc. Donc en plus, c'est la même langue, mais en plus, en fonction d'un pays à un autre, etc., ça peut changer. Donc d'où l'intérêt quand même de faire une analyse sémantique localisée. Moi, je trouve ça hyper important. Deuxième erreur, et qui rejoint finalement ce que nous disait OK Croisière. Alors, je ne dis pas que OK Croisière fait une erreur, mais qui rejoint le sujet du commentaire d'OK Croisière, c'est de choisir et de savoir pourquoi on va choisir telle et telle structure à mettre en place sur le SEO international. Pour que ce soit plus clair, je vous ai fait un petit tableau. Du coup, je me mets en partage d'écran. Alors attendez, hop là, voilà. Oui, super. En SEO international, il y a trois solutions quand vous passez à l'international. Vous allez pouvoir choisir trois structures différentes. Donc, il y a soit la structure par domaine, donc un domaine égale un pays, soit une structure en sous-domaine, donc un pays ciblé par sous-domaine, par exemple l'Espagne pour le site.com, ou un sous-répertoire. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc n'hésitez pas à screen, comme ça vous serez plus perdu quand on vous demande mais je fais quoi comme structure, SEO internationale et tout. Vous ne serez pas perdu et vous saurez. L'avantage d'utiliser le domaine, c'est celui qui a le signal géographique le plus fort. Par domaine, j'entends les .fr, .it, .es, .en, etc. Donc, c'est là où vous aurez la moins de pertes possibles d'audience, entre guillemets.
Les limites, c'est que effectivement, ça coûte plus cher, ça coûte plus de pépettes, c'est plus difficile à entretenir parce que c'est des domaines différents, potentiellement des serveurs différents, etc. Et surtout qu'il y a une autorité de lien qui est non transmise de base entre domaines. Donc, entre guillemets, c'est comme si on reprenait en termes d'historique et d'autorité de domaine, on repartait à zéro, on repart d'une page blanche. Mais c'est celui qui a le signal le plus fort, le signal géographique le plus fort pour Google. En gros, c'est celui que Google capte le mieux. Ensuite, le sous-domaine. Très facile à mettre en place, effectivement. Il y a une séparation qui est très claire des versions pour l'utilisateur, mais aussi pour Google. Mais effectivement, l'autorité de lien est quand même moins consolidée et le signal de ciblage géographique est légèrement plus faible que la solution par domaine. Ok, donc ça, c'est les limites. Et pour tout ce qui est sous-répertoire, en général, c'est l'approche qui est favorisée, en tout cas pour les sites de taille moyenne, qui sont une marque française, qui ne sont pas forcément déployés en physique à l'international, mais qui veulent ouvrir les commandes à l'international ou avoir une version anglaise de leur site tout simplement. C'est l'approche qui est préférée parce que c'est celle la plus simple, entre guillemets, et la moins coûteuse à gérer. C'est celle aussi qui présente les signaux géographiques les plus faibles auprès des moteurs. Donc, il faut bien prendre en compte ces pros and don'ts. Pros and cons, je sais pas. Pros and cons, voilà, en la matière avant de donner une reco. Et en général, au-delà même de la technique et du SEO, ça va se jouer un petit peu aux investissements qu'est capable de verser la marque dans sa stratégie, la stratégie qui va vouloir être menée à l'international, etc. Voilà, donc OK Croisière, si tu as un domaine avec des mots français, mieux vaut repartir sur des domaines différents. Oui, effectivement, si tu es un domaine .fr à la base, bah, le mieux c'est de faire un domaine par exemple ES, donc de repartir sur un domaine différent, ou de faire un sous-domaine. C'est plus facile d'un point de vue, enfin pas plus facile, mais c'est plus logique d'un point de vue SEO, et malheureusement c'est pas toujours possible. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de sites qui choisissent l'option du sous-répertoire. En tout cas, c'est souvent croisé comme ça. J'ai lu ou entendu quelque part qu'avoir du contenu en anglais favoriserait la prise en compte par les LLM. Tout à fait. En effet, OK Croisière, il y a plusieurs études qui ont été menées. Les LLM sont des modèles de langage à la base qui ont été créés du coup aux États-Unis et en langue anglaise. Et même dans les fan-out, ils font leurs recherches en anglais. C'est ce dont on s'aperçoit. Donc potentiellement, les sites qui auraient des versions traduites seraient mieux pris en compte et mieux identifiés. À prendre avec des pincettes, on n'a pas encore de chiffres précis, donc ça ne veut pas dire que parce que tu as qu'un site français que tu seras jamais visible dans les LLM. J'ai un très bon exemple avec l'un de nos clients e-commerce qui a un taux de conversion excellent via les LLM, notamment via ChatGPT, et qui ressort assez bien, et pour le coup, qui n'a qu'un site français et un autre domaine, mais pour le coup espagnol et pas en anglais. Donc, comme quoi, voilà. Mais effectivement, il y a cette rumeur, ces études qui courent, mais je ne suis pas aussi catégorique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à mon client français de partir avec un sous-répertoire en anglais alors qu'il n'a aucun marché anglais, juste, entre guillemets, pour faire plaisir et augmenter ma visibilité dans les LLM. Oui, c'est possible que Kate en ait parlé tout à fait. Dans quel live? Je pense que c'était en 2026 de toute façon, donc c'est soit dans le live dernier, soit dans le live précédent. Je suis en train de m'engluer là. J'essaie de chercher le live, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais si je reviens à ma scène, donc vous avez screené les pour et contre. Hop, voilà. Donc ça, quand même, c'est souvent une erreur. C'est pas une erreur, mais ça peut engendrer des erreurs de choisir la mauvaise solution en fonction, du coup, des besoins du site, de votre client, de la marque, etc. Et surtout, avoir ces arguments en tête, ça peut vous aider à mieux prendre une décision. Ensuite, une erreur, il y a une étude qui montre effectivement que les contenus en anglais sont privilégiés. Oui, tout à fait, Machap. Merci pour ce complément d'information. Mais voilà, je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait, on en a parlé. On vient d'en parler.
Une erreur aussi que je vois trop souvent, effectivement, c'est la mauvaise gestion des attributs hreflang. Ça peut vite devenir un enfer, hein, les hreflang, quand vous avez plein de versions de langues sur votre site, par exemple, plein de sous-répertoires. Et en fait, il faut bien retenir qu'il y a deux grandes méthodes d'implémentation pour les hreflang. Donc, pareil, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La méthode qui est le plus fréquemment utilisée pour les sites qui ont jusqu'à, je dirais, 5-6 langues, 5-6 versions, c'est d'intégrer du coup le hreflang dans le head, donc à travers une balise HTML. Sachant que ça induit quand même une maintenance qui est assez complexe. Vous allez comprendre pourquoi juste après, mais parce que si une URL change, toutes les balises doivent être mises à jour parce qu'il y a une notion de bi. Oh là là, est-ce que je vais réussir? Birediction. Je vais jamais réussir. Oh là là, merci. Hey, thank you, Simone. Hello, Simone. Merci beaucoup de t'être abonné à la chaîne Twitch. Welcome dans la commune SEO Show. Quel conseil donnes-tu pour passer du jeu entre les différentes langues? Est-ce pertinent de lier la même page avec les autres mêmes pages en d'autres langues? Je ne sais pas si c'est très clair. Si c'est très clair, ok, croisière, et c'est une erreur que je vois souvent d'ailleurs, on se dit, bah, pour donner de l'autorité à notre sous-domaine ou notre domaine, parce que pour le coup, en répertoire, la question ne se pose pas, bah, je vais faire des liens internes vers des pages en d'autres langues. Bah, ça, pour moi, c'est une mauvaise pratique parce que, du coup, d'un point de vue puissance sémantique, ça va quand même générer de la confusion parce que potentiellement, en fait, ça n'a pas de sens pour les utilisateurs. Du coup, ça n'a pas de sens pour Google parce que potentiellement, tu es sur une page française et tu vas faire un lien vers une page espagnole. Bah, ça n'a pas de sens, même si c'est la même si elle est pertinente, etc. Parce que bah, de toute façon, ton français, ton utilisateur français, il va pas cliquer pour aller consulter un contenu espagnol, il veut rester sur l'environnement français. Donc, pour moi, c'est pas la bonne stratégie à adopter. En général, ce qu'on fait, c'est quand même, on a quand même des liens, soit dans le header, soit dans le footer, soit dans un pré-header pour bah, signifier qu'il y a d'autres versions du site, donc potentiellement des sous-domaines ou d'autres domaines en fonction de la langue. Et ça, c'est d'ailleurs très bien de le conserver parce que, bah, vous l'avez vu, les signaux géographiques ne sont pas toujours très bien pris en compte par Google. Donc, c'est possible qu'un utilisateur anglais, par exemple, se retrouve sur une SERP française parce qu'il est en voyage. Enfin, que sais-je. Donc, voilà, c'est toujours bien d'avoir la possibilité de switcher, mais je ne conseille pas de s'amuser à créer des liens un peu de maillage interne dans le but uniquement de manipuler l'autorité alors que c'est pas la même langue. En tout cas, moi, c'est mon conseil. Je vous parlais de quoi déjà? Des balises hreflang. Ouais, je vous disais qu'il y a deux façons de les implémenter. Donc, soit sous format HTML dans le head, soit passer par le sitemap XML. Sachant que, je vous le disais, dans le head, effectivement, bah, ça complexifie la maintenance parce qu'à chaque fois que vous avez une URL qui change, vous devez changer toutes les balises et il y a un risque d'erreur quand même qui est plus accru. Donc, effectivement, franchement, hein, je vous le dis, hein, les plans hreflang, c'est un petit enfer, c'est hyper chiant. Pardonnez-moi pour l'utilisation de ce mot, mais à gérer, c'est vrai. Le sitemap XML, l'avantage, et en plus, si on a plein de versions, par exemple, si je sais pas, on a une trentaine de versions de langues, vous imaginez le nombre de balises, ça alourdit le code et tout, enfin, c'est un peu un petit enfer. Vous avez la solution du passer par le sitemap XML. Donc, en général, on le conseille quand on a beaucoup de versions de langue à gérer. Moi, je dis au-delà de 10, c'est bien. Au-delà de 10, de passer par le sitemap XML, surtout pour les gros e-commerce. Et ça préserve en plus les performances de vos pages. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Mais sur les hreflang, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même du coup des règles d'or à avoir bien en tête. C'est, est-ce que je vais réussir à dire le mot? La bidirectionnalité. Merci. Toutes les règles sont bidirectionnelles. Merci, c'est-à-dire que si la page A pointe vers la page B, B doit pointer vers A. Et ça, c'est une erreur que je vois tout le temps, en faisant des audits de sites internationaux, notamment qui utilisent des sous-répertoires. La page doit aussi
le hreflang doit aussi pointer vers elle-même, donc elle va être auto-référencée. Et il y a une erreur qui arrive, moins fréquemment, mais qui arrive aussi, c'est l'utilisation de codes ISO non valides. Ça, vous avez de la doc sur Internet, il faut utiliser le bon format. Ne vous amusez pas à vous dire la Suisse, ça doit être DE, alors que vous ne savez pas. Enfin, allez vérifier sur Internet parce que potentiellement, vous allez mal aiguiller Google. Donc ça, c'est quand même embêtant. Ah, merci. Ah, c'est un sujet énorme. Comment tu gères le duplicate entre un FR et un BE? Oh là là. Mais OK Croisière, c'est fou. On est grave connectés. On est grave connectés parce que j'avais prévu tout un focus sur la Belgique. Ah oui, parce que la Belgique, en fait, on n'en peut plus. Non, je rigole. Je vous aime les Belges. Non, mais c'est vrai qu'il y a une autre particularité dans le SEO international. Je vais faire mon focus maintenant. C'est de bien différencier et bien comprendre le multirégional versus le multilingue. Et ça va se passer notamment à travers la bonne implémentation et la bonne écriture des balises hreflang. Donc, tu peux avoir une segmentation qui est linguistique et géographique ou un ciblage par langue uniquement. Et si tu as un ciblage par langue uniquement, dans le cadre de la Belgique, effectivement, ça peut entraîner des problèmes parce que potentiellement, tu auras, admettons, je sais pas, tu as un site e-commerce, potentiellement en Belgique et en France, tes prix sont pas les mêmes, tes délais de livraison sont pas les mêmes, etc. Donc, tu es obligé d'avoir deux types de ciblage, mais dans la même langue, parce que les Belges, il y a 3 langues officielles dans leur pays. Voilà, c'est compliqué quand même. Mais alors, attendez, j'essaie de pas me perdre pour rendre le truc le plus clair possible. Tchac, tchac, tchac. Mais en gros, du coup, parce que je les avais préparés, voilà. C'est que, hop, je vais te les afficher ici. En fait, pour éviter le risque aussi de cannibalisation, il faut bien écrire du coup le code du pays et la langue. Donc, tu vas signifier le ciblage linguistique et le ciblage du pays, donc FR-BE et NEL-BE et FR-FR, par exemple, si tu es en France. Hop, donc si tu as une version française, une version belge. Donc c'est comme ça qu'on évite les pièges de cannibalisation. Je te laisse screen peut-être si tu veux. Si tu veux, OK Croisière. Mais du coup, tout se passe dans les hreflang. Hop, c'est bon. Ta screen, tu me dis si tu veux que je remette. Mais effectivement, c'est le risque majeur dans le multi-régional. Donc, là, il faut être hyper vigilant sur les règles que tu as utilisées, tes règles d'écriture, et bien vérifier que les hreflang sont bien oh là là, redirectionnels et bien implémentés. Et effectivement, je le disais, tu es obligé en fait de passer par là parce que c'est quand même rare qu'il n'y ait pas des différences par pays de prix, de services, de produits disponibles, pas disponibles, de livraison, etc. Ça ralentit vraiment les pages, les hreflang, lien simple sans script à charger. Écoute, ça peut, si tu en as beaucoup, et si tu as déjà un code complexe, ça peut quand même alourdir légèrement. Alors, c'est pas ce qui va te prendre le plus de ralentissement, entre guillemets, dans ta bande passante, mais ça peut jouer. Donc, si tu es dans une optique d'ultra optimisation du poids, de la vitesse de chargement de ton site, et que potentiellement, tu as 30, 60 balises hreflang dans ton code, ça peut jouer. C'est pour ça qu'en général, sur les gros sites avec plein de versions de langue, on privilégie plutôt la version sitemap, enfin implémentation des langues dans le sitemap XML. Voilà. Et je voulais terminer. Oh là là, je crois qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit. Posez-moi des questions si vous avez des questions sur le SEO international. Mais parce qu'en fait, je me suis focus sur ta question, OK Croisière, et du coup, j'ai oublié une partie de mon live, un truc que je voulais vous dire. Je reprends mes notes parce que oui, j'ai des petites notes, hein, parce que moi, je suis en poisson rouge en fait. Donc, si j'ai pas des notes, je vais oublier de vous parler de choses hyper importantes. Ah oui, sur les pièges à éviter. Je vois que, alors ça se fait un peu moins, peut-être que les gens ont compris que c'était nul, mais les redirections automatiques par adresse IP, une fois sur deux, ça foire. Franchement, c'est à bannir. Alors, vous savez, c'est quand vous êtes, en gros, quand le site va vous géolocaliser et vous rediriger vers la bonne version en fonction de l'adresse de votre adresse
de l'adresse de votre adresse IP. Exactement, enfin du pays de l'adresse. Voilà, vous m'avez compris quoi. Et en fait, ça foire tout le temps. Et ça peut même empêcher le crawl, la bonne crawlabilité du site, de Googlebot, etc. Donc, franchement, préférez un truc hyper simple, une bannière dans votre header qui donne le choix à l'utilisateur avec les différentes langues de se dire ah bah tiens, je préfère avoir le contenu en anglais ou en espagnol et de le faire lui-même que d'utiliser des plugins, des solutions qui sont casse-tête et qui foirent une fois sur deux. Donc vraiment, les redirections automatiques vers les versions de sites par IP, vraiment c'est à bannir. Ça, c'est un conseil que je vous donnerai. Le piège de la même langue, France-Belgique, Belgique-Belge, Belge-Belge, France-France, on a compris, on vient d'en parler. N'hésitez pas à me poser des questions. Et une chose que je vois souvent, qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas du tout, alors là, je vais plus parler côté utilisateur, moins SEO, quoique, c'est le contenu visuel qui n'est pas mis à jour, qui n'est pas traduit. Pardon. Bah non, non, on traduit tout. On traduit tout. Moi, je veux pas d'infographie en anglais sur des pages espagnoles, etc. Et ça va avoir un impact sur votre taux de conversion, votre taux de lead gen, etc. Forcément. Donc, j'arrête de me toucher les cheveux. Donc, voilà, ça, c'est des erreurs que je vois assez fréquemment. Oh là là, il y a OK Croisière qui me pose plein de questions. Peux-tu aussi renforcer le contexte de la langue et du pays avec des schémas.org? Ah bon? Bah écoute, ça, j'étais pas. C'est pas une pratique que je connais. Donc, je suis curieuse d'en savoir plus. Des GMB dédiés. Alors, ça, oui, de toute façon, tu auras des fiches GMB, fiches Google My Business, j'imagine. Oui, idéalement, pareil, hein, il faut qu'elles soient traduites, bien localisées, etc. Parce que sinon, ça va forcément avoir un impact sur ton référencement local. Et le numéro de téléphone, oui, pareil, si tu en as un, mais le numéro de téléphone avec le bon code de pays, effectivement. Mais ça, c'est plutôt lié au SEO local. Mais bon, SEO, qui dit SEO local dit SEO international, hein. Bon, donc, effectivement, pensez à optimiser le moindre recoin de votre SEO international. Le fameux NAP, nous dit Mashup. Effectivement, name, address, phone. Name, address, phone, qui ne sont pas du coup des éléments à négliger. Voilà ce que je voulais vous dire sur le SEO international. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense qu'on a tout. Est-ce que j'ai oublié des questions dans le chat? N'hésitez pas à me le dire ou à me reposer votre petite question. Bon, en tout cas, si vous avez des questions en plus sur le SEO international auxquelles je n'aurais pas répondu, hop, n'hésitez pas à les glisser dans le formulaire de la clinique. On se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à aller suivre notre chaîne YouTube. Attendez, je vais vous remettre le petit lien. Après, franchement, c'est facile, hein. Vous tapez Flair Agency dans YouTube, vous trouvez. Hop, n'hésitez pas à aller suivre notre chaîne YouTube pour regarder ce replay qui sera certainement en ligne demain. Voilà, si vous voulez me revoir, me réécouter parler de SEO International ou regarder toutes les autres vidéos de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi, des petits pouces et tout sur les chaînes YouTube, c'est assez aidant. Attendez, je crois que j'ai d'autres questions. On n'est pas soumis sur les mêmes algos à l'international, Google, iMode, aux US. Bah oui, effectivement, en plus, il y a cette quand même configuration à prendre en compte. Alors, l'algorithme de classement reste le même, hein, c'est pas défini en fonction d'un pays. En tout cas, je parle des pays chez qui Google est autorisé. Mais effectivement, on sait qu'aux US, l'iMode dans certains pays est beaucoup plus déployé qu'en France, même si ça arrive petit à petit en France. Je pense qu'on n'a pas atteint le potentiel max. Mais d'ailleurs, on avait fait un live à ce sujet sur les résultats AI Overview. Donc, si vous voulez avoir des tips pour préparer votre visibilité sur les AI Overview, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Pensez à créer des propriétés GSC dédiées. Bah oui, merci Piraté. C'est vrai que j'ai pas parlé de la GSC. Mais oui, effectivement, que vous puissiez avoir une distinction entre les pays. Parce que sinon, trop chiant d'utiliser les filtres qui ne sont pas quand même hyper précis et pour éviter de perdre de la data.
Merci pour la valeur délirée pour ce live très pragmatique et pratique. Merci. J'adore être pragmatique et pratique. Merci. OK Croisière. Et on était hyper connectés aujourd'hui tous les deux. T'as spoil tous mes sujets. J'adore. Et oui, 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 promis, on supprime le sapin. Je vous jure que la semaine prochaine, on arrête avec ce sapin. C'est promis. C'est vrai que là, il faut sévir. Vous voyez, mais on a une capacité. C'est pour ça que moi, chez moi, je mets pas de sapin parce que sinon, il y est jusqu'en mai, quoi. Voilà, je vous l'avoue. Je mets pas de sapin chez moi parce que sinon, je sais qu'il va rester des mois. Un live qui était complètement mais ouais, j'arrive pas à le dire piraté, j'arrive pas. Biredirectionnel. Écoute, merci beaucoup. Je vous ai remis le lien de prise de rendez-vous. Voilà, si vous avez des problèmes de SEO international, si vous êtes perdu avec votre hreflang, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir de récolter vos besoins SEO et de vous faire une proposition si besoin. Sinon, vous avez le formulaire de la clinique.